Pour développer un marketing à visage humain et renforcer l'attractivité de la marque, dans un premier temps, nous essaierons de comprendre comment les humains fonctionnent en utilisant l'anthropologie numérique. Ensuite, nous allons construire les 6 attributs des marques centrées sur l'homme. Et enfin, nous analyserons ce que c'est qu'une marque à visage humain. Les spécialistes du marketing oublient souvent qu'ils ont affaire à des êtres humains imparfaits et se sentant manipulés par le marketing. Aussi n'hésitent-ils pas à se protéger en construisant des communautés d'intérêt. Le marketing doit s'adapter à cette évolution et créer des marques qui se comportent comme des êtres humains, disponibles, sympathiques et vulnérables. Les marques devraient apparaître comme moins agressives ou menaçantes. Elles doivent devenir authentiques, honnêtes, admettre leurs imperfections et cesser d'essayer de paraître parfaites. Marketing 3.0 présente un marketing axé sur l'humain comme une adaptation naturelle du marketing client, le marketing 2.0, et le marketing produit, le marketing 1.0. Dans le marketing axé sur l'humain, les acheteurs abordent les clients comme des êtres humains dans leur globalité, avec leurs pensées, leur cœur et leurs sentiments. Les spécialistes du marketing répondent non seulement aux besoins fonctionnels et émotionnels des clients, mais aussi à leurs peurs et désirs latents. Le marketing 4.0 accélère la primauté de l'humain. Les responsables du marketing ont besoin de saisir l'importance croissante du marketing centré sur l'humain. Imaginez un monde où l'intelligence artificielle et la robotique sont intégrées au quotidien dans toutes les activités humaines. Des smartphones créés par des usines antérieurement automatisées, des voitures sans conducteur, des robots ménagers commandés vocalement, des médecins ou des avocats robots. La plupart des experts estiment que cela se produira dans un avenir proche. Dans un tel contexte qui devrait apparaître dès 2025, les clients deviendront plus anxieux que jamais, car en quête de leur identité, ils se demanderont qu'est-ce que cela signifie d'être un humain dans un monde numérique. À côté de ces méthodes plus classiques, s'est vu développer récemment l'anthropologie numérique. En tout cas, cette méthode a eu un certain succès aujourd'hui parce qu'elle met l'accent sur le lien entre l'humanité et la technologie numérique. Elle explore comment les êtres humains interagissent avec les interfaces numériques, comment ils se comportent face aux technologies et comment ils utilisent les technologies pour interagir les uns avec les autres. On peut même utiliser cette méthode pour comprendre comment les individus perçoivent les marques dans leur communauté numérique et comment ils sont attirés par certaines d'entre elles. Alors, cette discipline est relativement nouvelle dans le domaine de l'anthropologie et ses applications sont de plus en plus utilisées par les responsables marketing. Maintenant, ces techniques d'anthropologie marketing sont à plusieurs titres existantes. Donc, nous avons ce qu'on appellerait l'écoute sociale, la mythnographie ou la recherche empathique. Ces 3 techniques ont des objectifs différents et des modes de fonctionnement légèrement différents. Donc, l'écoute sociale, social listening, consiste à surveiller de manière proactive tout ce qui se dit au sujet d'une marque sur Internet et plus particulièrement sur les médias sociaux, les réseaux sociaux et les communautés en ligne. Alors, c'est un logiciel de surveillance des médias sociaux pour filtrer des quantités importantes de données non structurées ici de conversations sociales et les traduire en informations consuméristes utilisables. On se souvient de la société Cambridge Analytica, c'était fait sur Facebook. Les analyses de données sont volumineuses et de gros fichiers sont souvent utilisés dans ce but. La technologie permet de collecter des données issues des médias sociaux, de structurer les données et de fournir un certain degré de contexte et d'analyse. On va extraire le texte, les images, les URL et toute autre donnée disponible provenant des sites web, des sites médias, des blogs, des forums et des réseaux sociaux. Cet outil est particulièrement efficace en matière de veille concurrentielle
À travers les alertes en temps réel des actions des concurrents, elle permet l'analyse de la part de marché, de prévoir les ventes et les performances de la concurrence, de mesurer l'apparition de produits innovants sur le marché et leur impact. Deuxième grand type de méthode, c'est la netnographie. Alors, la netnographie, c'est une méthode d'enquête qualitative qui utilise Internet comme source de données en s'appuyant sur les communautés virtuelles de consommation. Elle analyse ici les actes communicationnels des membres d'une communauté virtuelle de consommation dans le but de produire une connaissance nouvelle relative à l'objet de consommation autour duquel gravite la communauté. Quelles sont les communautés étudiées? Elles sont nombreuses. Ça peut être les newsgroups, en fait les participants qui mettent en ligne des messages et d'autres qui répondent de manière asynchrone. Ça peut être les forums, les réseaux sociaux. Ici, ce sont des interactions sur base de liens sélectifs entre les individus. Ça peut être des listes de diffusion, des espaces de jeu. Finalement, des environnements virtuels où l'interaction sociale se fait à travers des jeux de rôle ou des jeux virtuels. Les espaces de messagerie instantanée, des blogs, ce sont des pages web mises à jour de manière régulière par son auteur, ou des sites audiovisuels. Tous ces outils, toutes ces communautés sont étudiés par la nettographie. Troisième grand type de technique en anthropologie numérique, c'est la recherche empathique. Alors, la recherche empathique veut avant tout comprendre les besoins latents des clients par l'observation participante et l'immersion au sein des communautés. Ce qui est intéressant, c'est que l'observation participante conduit les chercheurs à intervenir au sein des communications des membres et parfois même à guider les échanges vers sa question de recherche. Alors, c'est quelque chose de relativement original qu'on ne retrouve pas dans l'écoute sociale ni dans l'ethnographie, où là, on observe ce qui se passe. Ici, il y a vraiment une participation et une immersion au sein de la communauté par les chercheurs. Cette observation, elle est interpersonnelle, elle se traduit aussi dans des dialogues, du brainstorming, une collaboration entre les chercheurs et les membres de la communauté. Trois techniques d'anthropologie numérique qui sont relativement nouvelles. Il existe de nombreux exemples d'entreprises qui utilisent cette technique comportementale pour vendre leurs produits en utilisant les habitudes des communautés locales. Alors le principe est le suivant, en anthropologie, il s'agit de transformer l'étrange en familier et le familier en étrange. Vous devez être capable de changer les points de vue, vous placer dans la mentalité de quelqu'un qui vous est culturellement complètement étranger. Toute entreprise mondiale doit apprendre ce processus, à défaut de quoi elle peut faire des erreurs stupides. C'est ainsi l'exemple de la banque d'investissement Merrill Lynch, qui a fait une enquête pour voir si les Japonais identifiaient l'entreprise grâce à son fameux logo de taureau, l'emblème de Wall Street, signifiant un marché financier en hausse. Et la banque était ravie de voir que c'était le cas. Mais ils ont réalisé un peu plus tard que ce que les Japonais voyaient, c'était un tout autre emblème culturel, le barbecue coréen. Une autre histoire implique la société Nestlé et son biscuit chocolaté Kit Kat. En 2000, l'entreprise s'est rendue compte que les ventes explosaient bizarrement sur l'île de Kyushu durant les mois d'hiver. Après enquête, ils ont réalisé que certains étudiants utilisaient Kit Kat comme une sorte de talisman pour leurs examens. Kit Kat étant proche du japonais Kitokatsu, qui veut dire tu dois surmonter. D'autres utilisent les services d'une société qui s'appelait Cambridge Analytica et qui était à la base d'un scandale sur Facebook. En fait, la firme commercialise des outils d'influence, une analyse de l'efficacité des publicités en ligne, un sondage d'opinion, un catalogue de types de consommateurs et un système de visualisation des centres d'intérêt du public étudié. Elle se base pour ça sur les données collectées via Facebook, via un quiz. Elle a été accusée par de nombreux observateurs de diffusion volontaire de fausses informations, d'espionnage d'adversaires politiques, de recours à des prostituées et à la corruption pour manipuler l'opinion publique. L'anthropologie numérique est un outil efficace, mais peut-être faut-il faire preuve d'un minimum de déontologie et la contrôler.
Les techniques d'anthropologie sociale et digitale permettent de comprendre le côté humain des clients. Maintenant, passons dans cette seconde étape qui consiste à lever le voile sur ce côté humain d'une marque qui séduit les consommateurs. Et on peut définir qu'il y a 6 caractéristiques qui attirent les autres. Une apparence agréable, une intelligence hors pair, un caractère sociable, émotif, une force de conviction et une éthique forte. Nous allons procéder de la même manière que pour un être humain pour rendre cette marque humaine en développant ces différentes caractéristiques. Une apparence agréable, pour un individu, c'est quelqu'un qui est physiquement attrayant, qui séduit les autres. De même, une marque doit être attrayante, séduire les autres, notamment par son apparence, son logo, ses slogans ou d'autres choses qui vont donner une certaine attirance. L'intelligence hors pair, elle, peut se décliner à travers la capacité à posséder des connaissances de pensée, de générer des idées. Pour une marque, ça sera être innovante, être leader dans l'innovation, dans la conception de nouveaux produits. Une marque au caractère sociable, ouvert aux autres, c'est une marque qui écoute ses clients et ses conversations avec les clients, qui résout les plaintes, qui répond aux questions. Une sensibilité émouvante, c'est une marque qui communique émotionnellement avec les autres et qui devient un influenceur important, mais aussi qui a un discours visant à parler vrai, en décomplexant les consommateurs, en leur permettant d'exprimer leur point de vue. Une personnalité forte, c'est non seulement une marque qui a confiance en soi, mais une marque qui n'a pas peur de montrer ses faiblesses et d'assurer la pleine responsabilité de ses actions. Enfin, une moralité au-dessus de tout soupçon, c'est une marque qui conforme sa conduite à un ensemble de principes moraux, mais qui fait aussi preuve de cohérence pour éviter d'être prise en défaut et de faire l'objet de nombreuses critiques. Chacun des 6 attributs d'une marque à visage humain peut présenter un profil différent et peut se traduire à travers différents éléments. Par exemple, une apparence agréable, l'objectif pour la marque, ce sera de présenter un profil, une identité qui rend la marque unique. Comment peut-elle le faire? Un logo ou un slogan bien conçu, adaptable, dynamique, un design convaincant, une expérience client conviviale et accessible aux non-expérimentés. Si on parle maintenant d'intelligence hors pair, l'idée c'est de montrer aux consommateurs que la marque est capable de décliner cette capacité, cette intelligence en lançant des produits qui n'existent pas. Comment va-t-elle faire? Elle va se présenter comme à l'avant-garde des innovations, elle va proposer des services qui associent clients et prestataires de services. Décliner un caractère social ouvert aux autres, c'est notamment interagir régulièrement avec les consommateurs. Comment la marque peut-elle procéder? Instaurer un dialogue, une écoute client, écouter les conversations entre les clients, répondre aux questions, résoudre les plaintes. Développer une sensibilité émouvante, c'est notamment générer des émotions pour provoquer des réactions positives. Par exemple, en communiquant émotionnellement, en se connectant avec les clients à un niveau aspirationnel élevé ou en faisant preuve d'humour. Développer une personnalité forte, c'est assurer la pleine responsabilité de leurs actions sans avoir peur de montrer les faiblesses. Concrètement, la marque peut développer l'engagement social et environnemental et prouver sa volonté d'amélioration continue. Et une moralité au-dessus de tout soupçon, ça veut dire s'axer sur les valeurs, faire preuve d'intégrité, conformer sa stratégie à des principes moraux éthiques et bien sûr, le principe de base, la moralité exige au minimum le respect de la législation et bien sûr faire preuve de cohérence. Le parcours client est différent selon le profil des consommateurs. Il existe différentes spécificités. Ainsi, on verra que chez les femmes, le parcours client est généralement itératif. Ça veut dire qu'il est fait d'aller et de retour. Il y a une propension importante à regarder, à comparer, à revenir vers l'intention d'achat. Chez les hommes, généralement, il est beaucoup plus court. Une deuxième spécificité qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est que le parcours client varie selon la communauté de référence des consommateurs. Ainsi, les communautés vont avoir le pouvoir de rejeter des interventions faites par une marque sans autorisation. Il sera donc nécessaire pour toute marque d'avoir l'autorisation d'une communauté de consommateurs pour pouvoir interagir avec elle. Au niveau du marketing traditionnel,
On va chercher à connaître le produit et attiser l'intérêt du consommateur. Par contre, au niveau du numérique, on va surtout, lors de ce parcours client, insister au passage à l'acte. Ainsi, à chaque moment de la relation client, on va proposer au client de réagir. Par exemple, en appelant un numéro d'un call center, par exemple, en cliquant sur un bouton, en confirmant un achat, en dialoguant avec un chatbot. Le but est aussi que le consommateur puisse plaider en faveur de la marque, qu'il devienne ambassadeur de la marque. Tout ça peut se résumer à trois éléments importants dans ce parcours client. Il faut une autorisation de la communauté au préalable. Attention que les besoins et les objectifs sont différents entre le marketing traditionnel et numérique. Et puis surtout, il y a des spécificités en fonction du genre.